localisation géographique et contexte historique. J'aurais bien aimé vous montrer l'image, mais bon, j'espère que vous avez l'image de la Roumanie devant La carte géographique. de la carte, voilà, de la Roumanie. Une des caractéristiques de ce pays est qu'il y a la chaîne des Carpates qui partage quelque part le pays moderne, la Roumanie moderne, en trois parties qui sont en réalité les trois régions historiques de la Roumanie. À l'intérieur de la curvure des Carpates se trouve la Transylvanie qui, à l'époque qui nous intéresse, faisait partie du royaume de Hongrie. Au sud des Carpates, c'est la Valachie, qui est très proche des Balkans, qui est, si vous voulez, en montant vers le nord, le dernier pays balkanique. Et à l'est des Carpates, il y a la Moldavie qui nous intéresse aujourd'hui. C'est un pays qui est très, très riche, mais qui a ce désavantage d'être à l'est des Carpates. Pourquoi? Parce que jusqu'à l'Oural, vous savez bien, il n'y a plus de montagne. Donc, c'est un pays ouvert à l'est. Et nous autres, les Roumains, nous considérons que tous les malheurs de notre pays sont venus par l'est, par cette ouverture de la Moldavie vers l'est. À l'époque de la constitution du premier État féodal moldave, le grand danger à l'est était les Tatars. Les Tatars qui, depuis le XIIIe siècle, embêtaient autant l'Empire byzantin que les États d'Europe centrale et surtout, bien sûr, les Russes. La Moldavie et la Russie, ou plutôt la Moscovie, qui est le noyau sur lequel s'est formée la Russie, sont apparus à peu près à la même époque, au XIVe siècle. La première dynastie moldave, c'est la dynastie dite normalement des Bogdanides, mais dite la dynastie des Bogdanides, je vais expliquer pourquoi Bogdanides, mais les Roumains l'appellent des Mușați. Et cette dynastie a été formée par Bogdan, c'est pour ça que normalement le nom est de Bogdanide, Bogdan Ier, qui était un aristocrate venu du Maramureș, qui est une petite région qui se trouve au nord de la Transylvanie. Donc, il venait d'un territoire qui appartenait au royaume de Hongrie. Il est venu et il a déclaré l'indépendance vis-à-vis de la Hongrie. Et c'est ainsi qu'avec un petit noyau, la Moldavie est née, exactement comme la Russie, sauf que la dimension totale de la Moldavie, j'ai oublié de vous dire parce que ça me semble tellement évident que de nos jours, la Moldavie est divisée en deux, du point de vue administratif. Il y a la Moldavie qui se trouve sur le territoire de la Roumanie d'aujourd'hui, et il y a l'ancienne République soviétique, soviétique, je me demandais s'il n'y avait pas encore autre chose, de Moldavie. Il y a aussi quelques petits bouts de la Moldavie historique, si vous voulez, qui se trouvent aujourd'hui en Ukraine. Mais, grosso modo, la Moldavie historique est aujourd'hui partagée entre la Roumanie et la République de Moldavie. Et comme j'ai travaillé à l'UNESCO, je sais que la République de Moldavie tient absolument qu'on appelle la République de Moldova, et non pas de Moldavie, même en français. Oui. Donc, la Bucovine, vous la traitez comme faisant partie de la Moldavie ou à part? La Bucovine fait partie de la Moldavie, c'est la Moldavie historique, c'est la Moldavie historique, c'est une des régions de la Moldavie historique. Bien sûr, mais je n'entre pas dans les divisions encore de la Moldavie. Il faut savoir que dans la partie la plus riche de la Moldavie,
était celle qui se trouve aujourd'hui en Roumanie, plus un petit bout qui se trouve en Ukraine. Donc, le phénomène qui nous intéresse se trouve en Roumanie aujourd'hui. C'est pas, mais il fallait que je vous signale qu'une partie de la Moldavie historique n'est pas en Roumanie moderne. Donc, Bogdan Ier, le fondateur, qui règne quelques années parce qu'il se déclare indépendant vis-à-vis de la couronne hongroise en 1363 et décède en 67. Mais, comme je vous disais, il fonde une dynastie, la seule véritable dynastie de la Moldavie. Le plus important, de loin, le plus important prince de la Moldavie a été Étienne le Grand, Ștefan cel Mare en roumain, qui régna entre 1457 et 1504. Donc un règne très long, beaucoup plus long que ses prédécesseurs, que tous ses prédécesseurs de toute façon. Mis à part la longueur du règne, c'était aussi une personnalité exceptionnelle, un excellent chef d'armée. En général, les théories sont qu'il n'a jamais essayé n'a pas eu des intentions d'expansion, mais en réalité c'est vrai, lui, c'était son obsession d'agrandir, c'est une obsession normale, féodale, d'agrandir son domaine. Et ayant donc ce sens du chef d'armée extraordinaire, il a réussi à élargir le territoire de la Moldavie. Mais ce n'était pas seulement un militaire, c'était aussi un excellent diplomate. Et il a su se soumettre à ceux qui étaient plus forts que lui en payant tribut, comme le pays était très riche, lui-même était très riche, ce n'était pas un problème. Donc, le militaire, le diplomate, le visionnaire, celui qui voulait avoir un grand pays, il a été vraiment extraordinaire. Cette personnalité formidable qui fascine tout le monde, et il a été même canonisé par l'Église roumaine, l'Église orthodoxe roumaine, récemment. Cette personnalité a laissé au niveau de l'art, bien sûr, des traces extraordinaires. Il était, donc, je répète, il est arrivé au trône en 1457. Ça veut dire quelques années, 4 années, après la chute de Constantinople. Bien sûr que la chute de Constantinople n'est qu'un phénomène symbolique, parce qu'au moment de la chute de Constantinople, l'Empire byzantin n'existait presque plus. Mais c'est quand même une date importante, et donc cela situe l'époque qui nous intéresse clairement dans ce qu'on appelle le post-byzantin. C'est après la disparition de l'Empire byzantin et le début d'un empire ottoman fort, puissant, qui a remplacé le puissant empire byzantin. Donc c'est normal qu'il s'est beaucoup battu contre les Turcs, mais il a su, quand le moment était venu, arrêter et payer simplement un impôt aux Turcs. Il a eu 3 épouses, il était assez porté sur la chose, il a laissé beaucoup d'enfants derrière lui. Parmi ses enfants, certains sont morts de son vivant. Parmi ses enfants, c'est le fils de sa dernière épouse, Bogdan III, dit le Borgne, qui lui a succédé de 1504 à 1517. Son petit-fils, c'est-à-dire le fils de Bogdan III, Ștefan IV, Étienne IV, dit le Jeune, lui a succédé.
de 1517 à 27. Et après, un fils. Il faut savoir que les princes régnants de Moldavie, tout comme d'ailleurs de Valachie, étaient élus par les aristocrates du pays. La seule qualité nécessaire était qu'il soit fils de prince, naturel, enfin, il pouvait être aussi naturel. Donc, le troisième prince qui succéda à Étienne le Grand, c'est Pierre dit Rareș. Pierre Rareș, qui était le fils d'Étienne le Grand et d'une certaine Rareșoaia. Donc, le nom vient de sa mère. Et il a eu deux règnes, ce qui était assez courant à l'époque, de 1527 à 1538. Quand il a fortement déplu aux Turcs et il a dû s'enfuir en Transylvanie. Et après, avec l'accord des Turcs, deux autres princes se sont intercalés entre son premier règne et son deuxième. Il est revenu au trône pour quelques années, en 1541 jusqu'en 1646. Je n'ai pas le temps de parler des autres descendants d'Étienne le Grand, comme les deux princes dont je parlais tout à l'heure, mais il faut savoir que Pierre Rareș, qui va nous intéresser parce qu'il est fondateur de certaines des églises dont je parlerai, ressemblait à son père. Au moins, il n'a pas eu la stature de son père, il n'a pas eu peut-être des circonstances historiques non plus qui ont été favorables à son père, mais il ressemblait beaucoup par sa ferveur. C'était un grand croyant et qui avait même ses propres théories, et on sait tout ça par les écrits d'un moine russe qui a passé un certain temps à la cour de Pierre Rareș et qui a raconté la grande ferveur de ce prince, ce qui est normal. On est au XVIe siècle, bien sûr. Et non, il faut que je parle de l'architecture moldave, et là j'aurais bien aimé vous montrer des images, mais bon, ça va venir. Ça va venir. On les verra par la suite. Je me demande d'ailleurs si... Oui, voilà. Donc le temps va continuer, on va installer. Bon. On va installer. Ah, c'est super.